Bonsoir. Les bombardements sur Gaza atteignent leur 40e jour et rien ne change pour les Palestiniens. Beaucoup de choses changent pour ces Gazaouis, comme certains aiment à les appeler, pour les dissocier petit à petit de l'ensemble des Palestiniens, comme si les Gazaouis sont venus d'une autre planète. Beaucoup de choses ont changé pour ces civils démunis de tout, sauf de leur foi inébranlable. Ils ont perdu leur famille, leurs cousins, leurs enfants, leurs maisons, en somme, leur vie. Ils ont perdu des parties de leur corps, de leur propre corps. Ils ont perdu des membres de leur corps. Ils ont été amputés d'un pied, d'une main. Ils ont perdu le sourire, tout simplement. Après 40 jours de bombardement, que reste-t-il qui n'a jamais ou qui n'a pas encore changé pour les Gazaouis? Que reste-t-il à dire? L'on craint désormais que 40 jours après, que face à des images quotidiennes de l'horreur, on ne finisse par s'endurcir et par s'habituer comme l'on s'habitue au pire. Et c'est là le danger. Mesdames et messieurs, vous êtes bien sur l'échiquier international. À nouveau, nous accueillons ce soir avec beaucoup de plaisir Jacob Cohen, militant antisioniste et écrivain de plusieurs ouvrages, dont Le Printemps des Sayanim. Monsieur Jacob Cohen, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci pour l'invitation, c'est un plaisir. Le plaisir est partagé, Monsieur Jacob Cohen. Nous accueillons également dans un petit instant Gilles Devers, avocat au barreau de Lyon. Il est également l'avocat du Front Polisario. Il est le fervent défenseur des Palestiniens et de la cause palestinienne. D'ailleurs, il est l'un des initiateurs de la pétition qui a été signée et qui sera soumise à la Cour pénale internationale pour crimes de guerre contre les coupables de ce génocide sur Gaza. Pour commencer d'abord avec vous, Monsieur Jacob Cohen, alors 40 jours après, oui. Est-ce qu'aujourd'hui, après tous ces bombardements, rien n'a été épargné, ni l'humain, ni la pierre, ni l'animal, au fait rien? Absolument rien, puisqu'on a vu, il y a 2 jours de cela, même l'hôpital a été bombardé, même l'hôpital a été transgressé, l'enceinte de l'hôpital a été transgressée, des chiens ont été lâchés sur les cadavres des martyrs, les blessés, du moins ceux qui avaient au moins un espoir de s'en sortir, pour certains, eh ben, leur sort a été carrément scellé. 40 jours après, qu'y a-t-il lieu de dire ou de faire? Est-ce que c'est le moment de faire un bilan, de prendre du recul, de prendre une décision peut-être, que la communauté réagisse? Alors, il semble, en tout cas, je l'avais, disons, suggéré, mon intuition était qu'il n'y aurait pas de nettoyage ethnique total de Gaza parce que ça aurait donné lieu à une intervention du Hezbollah, de l'Iran, peut-être de la Turquie. Et donc, a priori, disons que Israël se contenterait, entre guillemets, se contenterait de faire un nettoyage partiel dans la moitié nord de Gaza, de détruire pratiquement toutes les institutions. Ils ont détruit l'université, ils ont détruit le Parlement, ils sont en train de détruire les hôpitaux. Enfin, donc, ils détruisent toutes les infrastructures de base. Les infrastructures énergétiques, spirituelles, culturelles. Et donc, il y aura, il semble que l'emprise va se resserrer autour de Gaza, de ces tunnels, de ceux qui restent des résistants du Hamas. Et malheureusement, je crois que le rapport de force est tel, et puis l'impunité d'Israël est totale. Ça veut dire qu'on leur a donné un chèque en blanc, mais disons sans aller trop loin. C'est-à-dire trop loin, c'est-à-dire que la communauté internationale ne voulait pas voir 2 millions ou 2,5 millions de réfugiés s'installer dans le Sinaï. C'est pas qu'elle voulait pas le voir, mais en tout cas, elle craignait, disons, d'allumer un conflit régional important et généralisé.
Et apparemment, donc, on ne se dirigerait pas vers cette option. Mais par contre, il y a un resserrement, un étranglement, voilà, qui est en Oui. train de se réaliser. Et malheureusement, je crois que ça va être dramatique. Bon, il y aura peut-être moins de bombardements parce qu'ils ont détruit probablement tout ce qu'ils voulaient. Et donc, il y aura vraiment un étranglement de ce qui reste petit à petit, l'étouffement. Euh, voilà, je crois Oui, que Monsieur Jacob Cohen, oui. vous avez dit que justement il y avait une volonté de ne pas aller trop loin. Alors il faut déterminer un petit peu le trop loin, il s'arrête où, il commence où, à quel moment on est allé trop loin, parce que est-ce qu'avoir massacré près de la moitié de Gaza aujourd'hui, il y a des milliers de morts, il y a des blessés, il y a des handicapés à vie. Alors, est-ce que ça, c'est pas trop loin? Alors, où commence justement le trop loin? Est-ce qu'il faut voir tout Gaza complètement rasé? Je parle de façon un peu cynique. Oui, oui, bien sûr. Oui, quand oui. je dis trop loin, C'est-à-dire voilà, par rapport à certains loin, entendements et un certain raisonnement. voilà, pour ne pas heurter la sensibilité. Vous savez, les pays occidentaux, enfin les dirigeants occidentaux ont une sensibilité à fleur de peau. Voilà, donc ils acceptent bien les bombardements, mais ils ne voudraient pas voir un exode massif de 2 millions. Voilà, en fait. Oui. Donc trop loin, c'est ça. Et qui les aurait menés de toutes les façons à une explosion régionale, ce qui semble pouvoir être évité à l'heure actuelle. Et donc, il y a une espèce, je crois qu'il y a même un ralentissement, enfin, relatif. Hein. Donc, je parle toujours de façon un peu cynique. Oui, oui. Il y a un ralentissement, disons, des bombardements, puisque aujourd'hui, on voit bien, enfin, d'après les cartes que j'ai pu consulter, il y a un étranglement qui se fait pratiquement de tous côtés autour de Gaza, par la côte, par le sud, enfin la moitié, la frontière sud, le nord, l'est. Et donc, voilà, enfin, j'ai l'impression que ce qui restera, ça ne veut pas dire que la résistance va disparaître, mais elle sera énormément affaiblie. Le temps de la reconstruction sera très très long, très pénible. Je ne sais pas, peut-être il y a 500 000 personnes qui ont quitté le nord de Gaza. Si elles veulent retourner, il y a des milliers, des centaines de milliers de logements qui ont été... Alors, on en arrive justement à parler de reconstruction. Oui. Est-ce qu'on permettra à ces Palestiniens qu'on a forcés justement à se déplacer, est-ce que finalement l'objectif est qu'ils reviennent à nouveau et qu'ils reconstruisent à nouveau? D'autant plus qu'on s'attendait quand même à une sorte de désescalade, M. Jacob Cohen. Je rappelle, selon donc l'armée sioniste, l'entité sioniste a lâché 6 000 bombes sur la bande de Gaza, un poids total de 4 000 tonnes d'explosifs. Et au lieu d'attendre des effets de désescalade, aujourd'hui, on parle même de l'utilisation éventuelle, des tentatives peut-être aussi d'intimidation, de bombes éponges, qui seraient donc très graves pour les tunnels. Et je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, peut-être que des bombes éponges, c'est pour détruire les tunnels, c'est-à-dire c'est une mousse qui va durcir pour boucher les sorties et les rentrées des tunnels. Et on parle bien sûr des tunnels de Hamas. Oui, oui. Bon, moi j'ai l'impression, de toutes les façons, le problème, c'est que malheureusement, enfin, je vis en France, je vois comment dire, la propagande occidentale qui marche à plein, même s'il y a des résistances ici ou là et des avis divergents, mais malheureusement, 80% des médias, 80% de la classe politique, des partis politiques, etc., tout est fait pour défendre les Israéliens. Malheureusement, c'est une réalité. Et donc, la justice s'en mêle, toutes les institutions étatiques, gouvernementales sont mobilisées pour défendre les Israéliens. Et donc, les Israéliens vont mener, bon, on leur a dit, vous savez, les Américains leur ont dit d'utiliser des bombes plus petites. Regardez Macron, par exemple. Il avait tenté, il y a quelques jours, de dire quelque chose contre les Israéliens, et puis 2-3 jours après, il a été recadré. Et donc, il y a une pression énorme sur les classes politiques occidentales
qui se soumettent, il n'y a pas d'autre mot, honteusement, lâchement, parce qu'il y a aussi il y a un aspect, je crois qu'on n'a pas beaucoup souligné, Oui. c'est que l'Occident a un intérêt fondamental à ce que Israël récupère la souveraineté sur Gaza. Pourquoi? Parce qu'il y a des gisements exceptionnels de gaz qui ont été découverts il y a plusieurs années au large de Gaza et que l'autorité palestinienne a tenté de passer des contrats avec des sociétés, mais ces sociétés n'ont jamais voulu passer à l'action Oui. et l'exploiter. Pourquoi? Parce qu'elles avaient peur des Israéliens. Voilà. Oui. En fait, il y avait des menaces d'Israël, ne pas exploiter. Or, aujourd'hui, on sait très bien avec l'Ukraine, ce qui se passe avec l'Ukraine, etc., découvrir une zone exceptionnelle de gaz au large de Gaza, c'est-à-dire avoir la possibilité de fournir à l'Europe. C'est cynique tout ça, mais malheureusement c'est la réalité. Ça veut dire que, ok, on vous donne carte blanche, récupérez Gaza, et puis on va exploiter le gaz qui est nécessaire à l'Europe. Alors donc, très bien. C'est un oui, point très important que vous venez de citer. Récupérer Gaza ou vider Gaza, ou je ne sais pas comment on pourrait l'interpréter. Oui. Gaza. Voilà, et on pourrait exploiter ce gaz, on pourrait vivre tranquillement, et chacun trouverait donc ses intérêts, aussi bien les pays de la région qu'Israël, que les États-Unis. Mais le problème, c'est que aujourd'hui, justement, quel est le prochain pas à faire, puisqu'on parle déjà en ce moment de qu'est-ce qu'on va faire après cette guerre? C'est-à-dire que déjà, on parle de l'après-Qassem. Que va-t-on faire de Qassem? C'est-à-dire qu'on choisit même l'autorité qui sera donc, qui va s'occuper de Gaza. Et où est-ce qu'on va mettre ces Gazaouis? Même si je n'aime pas l'expression. Bon, est-ce qu'on va leur permettre de reprendre leurs terres? Est-ce qu'on va leur permettre de reprendre leurs habitations complètement détruites? Je ne crois pas. De toutes les façons, si les Israéliens, à mon avis, ils vont tenter de réduire de manière, progressive la population de Gaza. Bon, il y aura probablement un accord, peut-être un accord avec l'Égypte pour, mettons, 200 000 ou 300 000 Gazaouis. Disons, c'est pas trop visible. Après, les conditions seront telles que, vous savez, en Cisjordanie, par exemple, le régime sioniste s'accorde très bien avec l'existence de 2 millions de Palestiniens. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre eux, toute l'économie de Cisjordanie, de l'occupation sioniste de 800 000 colons, la main-d'œuvre vient des Palestiniens. Donc en fait, on peut très bien. Vous savez, avant les événements, enfin cette guerre, il y avait au moins 15 à 20 000 Gazaouis qui allaient travailler en Israël. Et donc, si les Israéliens soumettent cette population à la rendre docile, à la faire travailler, à la faire habiter dans des quartiers, etc., mais en reprenant la souveraineté sur les énergies, sur les principales voies de communication, ça peut arranger les Israéliens, disons, et on créerait une espèce d'autonomie partielle, comme ça, de population. Oui. Qui servira les intérêts des Israéliens, des Égyptiens. Le modèle de Cisjordanie, quelque part. Voilà. Oui, très bien, monsieur Jacob Cohen. Alors, aujourd'hui, il y a eu quand même cette position française qui n'est pas dans ses habitudes traditionnellement très équilibrée lorsqu'il s'agit de la question palestinienne par rapport donc à la colonisation sioniste. Aujourd'hui, la France, par son président, change complètement de cap, du moins le cap qu'on lui connaissait auparavant, et ce qui a poussé un peu certains diplomates qui ont donc fait une lettre collective pour dénoncer justement, si vous voulez, cette distanciation dans la position donc de Macron, qui est complètement, je dirais, très pro-sioniste. Et donc, est-ce que ce n'est pas finalement... c'est un désaveu à la politique macroniste aujourd'hui concernant cette question palestinienne? Je n'irai pas jusque-là, c'est-à-dire j'aurais bien voulu, mais en fait, bon, d'abord c'est une fuite.
apparemment, d'après ce que j'ai pu savoir, il y a effectivement, il y a eu un courrier de quelques diplomates. Bon, c'est une fuite euh, et qui n'ira pas très loin finalement, parce que en fait, le gros du corps diplomatique, le gros des hauts fonctionnaires, des ministres, de la classe politique, ont une vision, comment dire, d'obéissance à l'État. Voilà, c'est-à-dire l'esprit républicain, si on veut. C'est-à-dire, bon, voilà, le président a une légitimité pour définir la politique étrangère, et donc l'écrasante majorité des hauts fonctionnaires, des ministres, etc., obéissent à ce que fait Macron. Il pourrait y avoir des grincements de dents ici ou là, mais de toutes les façons, vous savez... il y a aussi des déclarations du président Macron qui sont un petit peu, quelque part, provocatrices, ces déclarations, puisque, je le cite, il a lancé un appel aux pays occidentaux pour des aides donc aux pays dits vulnérables entre guillemets du Moyen-Orient qui doivent bénéficier de l'aide financière internationale pour ne pas être entraînés, et je cite toujours ces propos, dans le conflit. Au fait, on ne voudrait pas que certains pays soient entraînés dans le conflit. Une façon de dire aussi, il faut laisser les Palestiniens, c'est-à-dire il faut casser du Palestinien sans que personne n'intervienne. Quelque part, c'est un petit peu ça. Vous savez, les aides, moi je me souviens quand il y a eu les accords d'Oslo, il y avait une conférence internationale et on avait promis des milliards et des milliards. Mais en fait, vous savez, l'Occident, il a l'habitude de faire ce genre de déclaration. Quand il a envie d'aider, il le fait. D'ailleurs, l'Ukraine, c'est par dizaines de milliards qui s'abattent sur l'Ukraine, sur un régime corrompu, etc. Alors que sur les Palestiniens, on ne voit rien venir. Voilà, on ne va rien venir. Ce sont des promesses en l'air. C'est comme la promesse des deux États, c'est comme la promesse de l'aide. Qu'est-ce qu'on a vu sur Gaza? Qu'est-ce qu'on a vu sur la Cisjordanie? On leur donne le strict minimum pour survivre et pour qu'ils n'aient pas... Oui. Pardon? Même pas le strict minimum. Oui, oui. Et si, vous savez à Gaza, il y a des diététiciens israéliens qui ont calculé le nombre de calories nécessaires pour le maintien en vie des Gazaouis. Et c'était 2200 calories par jour par habitant. Et donc, il laissait rentrer toutes ces dernières années pas plus de 2200 calories par habitant. Et donc, finalement, pour éviter une catastrophe humanitaire, parce que ça serait mal vu, hein, comment dire, ce ne sont pas les scrupules qui les étouffent, mais ils s'arrangent pour maintenir un certain style de vie, et de temps en temps, d'ailleurs, vous savez, les bombardements aujourd'hui sont terrifiants, mais chaque année pratiquement, il y a eu en 2014, en 2018, en 2006, etc., il y a toujours eu des bombardements plus ou moins massifs, mais c'est vrai que ça n'avait pas atteint aujourd'hui ce degré. L'importance, et moi je pense que c'est lié d'abord au choc du 7 octobre et à mon avis aussi au cynisme de l'Occident qui a envie de récupérer, comme j'ai dit, la souveraineté, d'avoir la liberté totale d'exploiter le gaz au large de Gaza. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il mène cette action. Alors, sincèrement, je sais que c'est très très difficile de pronostiquer ou même de prévoir quoi que ce soit, mais bon, on est à 40 jours quand même de bombardements intensifs, je veux dire sans discontinu, ils pilonnent pratiquement Gaza et journalement, quotidiennement pilonnés par des bombes sionistes. Il y a Mordechai Marcel Azoulay qui, dans son bulletin journalier, dit avec beaucoup d'émotion, 40 jours de captivité pour nos otages. Je le cite, il parle des otages collants détenus par le Hamas. Nous ferons tout pour les ramener. Alors, tout, ça veut dire quoi? Parce que de toute façon, on sait très bien qu'il ne s'agit pas de tout faire pour les ramener, mais il s'agit d'établir des liens de dialogue pour tenter de les ramener si vraiment il y avait une volonté de les ramener. Alors, 40 jours pour des otages
Il les compte jour pour jour, mais il ne compte pas ces mêmes 40 jours d'enfer pour les Palestiniens. Non, à mon avis, les autorités israéliennes, comment dire, sur la question des otages, ils les font passer par pertes et profits, c'est-à-dire c'est secondaire. Vous savez que de toutes les façons, il y a une doctrine qu'on appelle, je crois, la doctrine Hannibal. Enfin, peut-être je me trompe, mais je crois que c'est ça. On vérifiera, oui. C'est-à-dire que, vous savez, la hantise des Israéliens, c'est d'avoir un prisonnier détenu par le Hamas. Parce qu'ils l'ont payé très cher en 2010. Avec Gilad Shalit. Voilà. Et donc, il y a une doctrine qui dit que il est préférable de tuer l'otage avec ses ravisseurs ou sans les ravisseurs, plutôt que de les laisser. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé un peu le 7 octobre. D'Israéliens ont été tués par les forces de l'ordre le 7 octobre, voilà. Plutôt que de les laisser repartir, plutôt que de prendre le risque même qu'ils repartent avec le Hamas. Donc en fait, le cynisme, ça c'est l'utilisation des otages, c'est juste parce que le Hamas a proposé à plusieurs reprises une trêve de 24 heures, de 48 heures, de 5 jours pour établir des modalités d'échange, et jusqu'à présent, les Israéliens n'en veulent pas. Voilà, les otages, c'est-à-dire pour eux, pour les autorités, c'est une question secondaire. Voilà. S'ils meurent, ben tant pis, ils les passent par pertes et profits. Ce n'est pas aussi important qu'en tous les cas, ils le laissent croire devant les médias. Voilà. Exactement. Oui. Alors, il nous reste moins de 3 minutes, Jacob Cohen. Donc, la question que j'allais poser tout à l'heure, c'est il est très difficile de prévoir, mais finalement, 40 jours après les bombardements, on ne voit pas la fin. Selon vous, comment cette guerre contre Gaza, parce que c'est le cas, va se dénouer ? Alors, à mon avis, mais c'est une intuition comme ça personnelle, à mon avis, on ira vers un certain allègement, c'est-à-dire il y aura de moins en moins de bombardements, il y aura plutôt une opération de nettoyage menée, excusez-moi d'utiliser ces termes, mais selon leur concept, oui. Voilà, c'est-à-dire les Israéliens vont mettre beaucoup de temps, enfin de matériel, d'hommes et de moyens pour nettoyer petit à petit voilà, le quartier. Et à mon avis, malheureusement, vu le rapport de force, vu ce qu'ils ont déjà fait, etc., ils arriveront en tout cas à éliminer une grande partie de la résistance de Hamas, les résistants, et donc on ira vers une stabilisation, ça veut dire vers une sorte d'occupation, une neutralisation, voilà, une neutralisation des Palestiniens, une occupation déguisée, et voilà, et donc finalement, à mon avis, on ira vers une accalmie de la violence extrême. Il y aura encore de la violence, mais il ira, à mon avis en tout cas, en diminuant, voilà. Et on dira ensuite, après cette période que vous venez de décrire, si elle venait à arriver, on dira quoi? On dira finalement tout ça pour ça? Ou pourquoi alors tout ça? Non, oui, ça, vous savez, les Israéliens, ils ont l'habitude de ça. Vous savez, ils répètent les mêmes discours, les mêmes événements depuis 70 ans. Vous savez, on peut quasiment les retrouver. Cette fois-ci, on va neutraliser le terrorisme, il n'y aura plus de Hamas, il n'y aura plus ceci et cela, et on recommence. Et donc, oui, merci. Voilà. Merci. Oui. Oui, allez-y, poursuivez votre phrase. Non, c'est-à-dire que malheureusement, voilà, on a vécu une séquence, la plus terrible de celle qu'on a vécue jusqu'à présent, mais il y aura malheureusement, ou heureusement, d'autres séquences de résistance, etc. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Jacob Cohen, d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes militant antisioniste, vous êtes également écrivain, vous êtes professeur. Vous étiez également professeur à l'Université de Casablanca, d'où vous êtes donc originaire.
Et je rappelle votre ouvrage très important, celui donc Le Printemps des Sayanim, que je conseille donc à nos téléspectateurs. Très important ouvrage et très intéressant. Merci également à Gilles Devers, maître Gilles Devers, qui n'a pas pu être avec nous pour des raisons techniques. En tous les cas, on le remercie. À chaque fois, il répond présent. Merci à vous de nous avoir